Avez-vous remarqué une chose étrange ces dernières années? Votre grand-père prenait des seaux de truite avec une simple canne en bambou et un bout de teigne, alors que vous, avec votre matériel ultra moderne à plusieurs centaines d'euros, vous galérez à sortir une pauvre Fario de 20 centimètres. C'est quand même paradoxal, non? Salut à tous les passionnés, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui fâche, un sujet qui va bousculer vos habitudes. On va parler de la teigne pour la pêche à la truite. Est-ce que c'est toujours la technique reine ou est-ce que c'est devenu un piège à pigeons en 2024? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder votre petite boîte de larves d'un œil totalement différent. Vous allez enfin comprendre pourquoi la rivière semble vide quand vous pêchez et je vais vous révéler la véritable raison pour laquelle vos dérives ne donnent absolument rien. D'ailleurs, je vous pose la question tout de suite et soyez honnête. Qui parmi vous a déjà passé une matinée entière à tremper une teigne sans jamais voir l'ombre d'une écaille? Dites-le moi en commentaire, on va débattre de tout ça. Pour bien comprendre le problème, il faut remonter un peu le temps et se remettre dans le contexte. La pêche à la teigne, c'est une véritable institution dans notre pays. Depuis des générations, c'est l'appât roi de l'ouverture. C'est ancré dans notre ADN de pêcheur. On a tous ce souvenir de jeunesse. Le réveil aux aurores, le froid qui pique les doigts, l'odeur de la mousse humide et le passage obligatoire au magasin d'articles de pêche pour acheter ces petites boîtes en plastique remplies de sciure. On nous a inculqué que la teigne, c'était le caviar de la truite, une larve blanche, bien grasse, irrésistible. Du coup, par habitude, par confort ou peut-être par nostalgie, on répète les mêmes gestes saison après saison. On accroche notre larve, on jette à l'eau, et on attend que le miracle se produise. Mais voilà, le monde de la pêche a énormément changé. Les rivières ont subi des modifications, la pression de pêche a explosé. Et surtout, les truites d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes que celles d'il y a 30 ans. Continuer à pêcher exactement comme nos aïeux, sans se remettre en question, c'est foncer droit dans le mur. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Le mythe de l'appât magique. Commençons par ce fameux mythe qui a la vie dure sur les bords de nos rivières. Vous le connaissez tous, c'est celui de l'appât miracle, qui prend du poisson à tous les coups, peu importe comment on s'en sert. Depuis que nous sommes gamins, on nous répète que la teigne est le bonbon ultime pour tromper la méfiance de Dame Fario. On s'imagine naïvement qu'il suffit de la piquer sur l'hameçon, de la balancer dans le courant et d'attendre sagement que le sillon de la canne se plie en deux. Vous vous souvenez de vos toutes premières sorties? Ce moment précis où le mentor de la famille sortait sa belle larve bien charnue et comme par magie, une truite magnifique sortait des graviers l'instant d'après. Mais redescendons sur Terre. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Croire qu'en 2024, la truite va se jeter sur votre ligne de manière suicidaire juste parce que vous proposez une teigne achetée la veille en supermarché, c'est une erreur terrible. C'est même le meilleur moyen de rentrer à la maison sans avoir vu l'ombre d'une nageoire. Les poissons sont devenus extrêmement méfiants et éduqués. Il faut absolument comprendre que l'appât seul ne fait pas le travail à votre place. Ce n'est qu'un simple outil au bout de votre fil. La désillusion du petit matin. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. C'est le matin de l'ouverture. Il est 7 heures, la brume flotte encore doucement sur la surface de l'eau. Le silence est parfait, seulement troublé par le chant de la rivière qui coule sur les galets. Vous êtes gonflé à bloc, vous préparez votre ligne avec le plus grand soin, vous choisissez votre plus belle teigne, celle qui vous semble la plus vivace. Vous faites votre premier lancer dans cette belle veine d'eau sombre près de la souche. Votre dérive vous semble parfaite. Et là, rien. Vous recommencez. Encore rien. 1 heure passe, puis 2. Toujours pas la moindre petite tirée sur votre nylon. La frustration commence à monter sérieusement. Vous croisez un autre pêcheur sur la berge, vous discutez 2 minutes, et il vous avoue qu'il a déjà fait 3 jolis poissons avec le même appât que vous. Pourquoi lui et pas vous? Ce n'est pas un coup de chance. C'est simplement que votre présentation est mauvaise. Vous avez balancé votre appât sans réfléchir à la dynamique du courant. La truite a vu votre teigne passer,
Mais elle a aussi vu le fil tendu comme une corde de guitare, et elle a fui. La magie du petit matin ne suffit pas à compenser une mauvaise technique. Le syndrome de l'hélicoptère. Parlons d'une erreur absolument catastrophique que je vois faire par 9 pêcheurs sur 10 au bord de l'eau. C'est ce que j'appelle le syndrome de l'hélicoptère. Cela concerne la façon dont vous échez votre larve sur l'hameçon. La plupart des gens prennent la teigne, la piquent rapidement par le milieu du corps ou l'enfilent en accordéon en la tassant vulgairement sur la hampe. Résultat des courses? Quand cette pauvre larve arrive dans le bouillon du courant, elle se met à tourner sur elle-même à une vitesse folle, exactement comme les pales d'un hélicoptère. Mettez-vous 2 secondes à la place de la truite, cachée sous son caillou. Elle voit arriver un truc blanc qui vrille à toute vitesse dans l'eau. Croyez-vous vraiment qu'elle va se dire que c'est un insecte naturel qui a glissé de la berge? Bien sûr que non. Cela va la terroriser plus qu'autre chose. Une teigne naturelle qui tombe à l'eau dérive doucement au gré des remous. Pour éviter cet effet désastreux, vous devez piquer la teigne délicatement, juste sous la peau de la tête, ou l'enfiler pour qu'elle épouse parfaitement la forme de l'hameçon, de manière bien droite. C'est un détail qui change littéralement le résultat de votre journée de pêche. La qualité médiocre des appâts du commerce. Il faut qu'on parle de ce qu'il y a vraiment dans vos boîtes. Avant, les anciens trouvaient leurs larves directement dans la nature, dans les nids de guêpes ou dans le bois mort. Elles avaient une odeur forte, une couleur naturelle et une tenue parfaite à l'hameçon. Aujourd'hui, on passe tous par la facilité du détaillant d'articles de pêche. On achète ces petites boîtes empilées dans des frigos. Ces teignes d'élevage industriel sont souvent gavées de produits pour grossir vite. Elles sont d'un blanc stérile, elles sentent le carton humide et la sciure industrielle. Pire encore, au moindre passage dans un courant un peu fort ou à la moindre petite touche, elles se vident de leur substance et il ne vous reste plus qu'un vieux morceau de peau flasque sur votre hameçon. Les truites de rivière sauvage ont un odorat extrêmement développé. Si votre appât sent le frigo ou le plastique de la boîte, elles vont taper dedans du bout des lèvres par curiosité et recracher instantanément. C'est souvent cette petite touche très rapide que vous ratez, ce petit toc sec qui ne donne rien au ferrage. Si vous voulez faire la différence, essayez de trouver des éleveurs locaux ou conservez-les dans de meilleures conditions avec de la vraie nourriture pour leur redonner du peps. Le mythe du nylon épais et de la brutalité. Faisons un bond dans le passé. Il y a 40 ans, le grand-père arrivait sur la berge avec un nylon en 25 centièmes, raide comme un câble de frein de vélo. Il pêchait lourd, il bridait le poisson en force et ça marchait très bien. Pourquoi? Parce que la densité de poissons était différente et que les eaux étaient souvent moins claires. Aujourd'hui, si vous arrivez sur une rivière de plaine avec un bas de ligne en 18 ou 20 centièmes pour pêcher à la teigne, vous êtes mort avant même d'avoir commencé. Les eaux sont souvent basses et cristallines. Les truites voient absolument tout. Elles ont été piquées, relâchées, elles connaissent la musique par cœur. Si votre fil bride la descente de votre appât, la dérive perd tout son naturel. En 2024, il faut pêcher fin. Passer sur du fluorocarbone en 12 ou 14 centièmes n'est plus une option pour les spécialistes, c'est une véritable nécessité. Oui, cela demande de la délicatesse. Oui, vous risquez le casser si vous ferrez comme une brute. Mais c'est le prix à payer pour déclencher l'attaque d'une belle fario méfiante qui observe votre teigne depuis sa cachette sous la racine. L'enfer de la plombée inadaptée. Voici le point de bascule entre un bon pêcheur et un pêcheur qui compte les nuages. La plombée. C'est le nerf de la guerre quand on utilise un appât aussi léger et volumineux qu'une teigne. Le problème classique, c'est le pêcheur qui met une grosse bille de plomb juste au-dessus de l'hameçon pour être sûr de toucher le fond. Conséquence directe, la ligne coule à pic comme un vulgaire caillou. La teigne racle les graviers, s'accroche dans les algues et vous passez votre temps à tirer sur la ligne pour vous décrocher. La présentation est catastrophique. À l'inverse, si vous ne mettez pas assez de plomb sous prétexte de pêcher léger, votre teigne va surfer à la surface de l'eau à cause de la tension du courant sur votre fil. La truite, qui est postée au fond, à l'affût, ne montera jamais d'1 mètre pour aller chercher une larve qui file à la vitesse d'un hors-bord.
Le secret de la technique de Papy qui marchait, ce n'était pas la teigne elle-même, c'était sa capacité à étaler ses plombs de manière dégressive sur la ligne. Il faut créer une courbe souple pour que l'appât précède le fil et roule naturellement au fond à la vitesse exacte du courant. C'est de l'horlogerie fine. L'éducation des truites au fil des saisons. Il faut qu'on aborde la psychologie du poisson. Beaucoup de pêcheurs croient qu'une truite est un animal stupide doté d'une mémoire de poisson rouge. C'est totalement faux. Sur des parcours très fréquentés, notamment en no-kill ou sur des zones de forte pression, les poissons apprennent très vite. Lors du premier week-end d'ouverture, elles voient défiler des centaines de petits tas blancs et dodus. Les plus agressives se font piquer les premières. Les autres, celles qui survivent et restent dans la rivière, associent très rapidement cette forme blanche et dodue à un danger imminent. C'est ce qu'on appelle l'éducation des truites. Arrivé au mois de mai ou de juin, proposer une teigne classique de manière basique à une grosse truite résidente, c'est presque une insulte à son intelligence. Elle va voir votre appât arriver, va s'en écarter lentement et retourner se caler sous son bloc de pierre. Pour tromper ces poissons surdoués, il faut sortir des sentiers battus. C'est là que la teigne seule montre ses limites en 2024. Il faut ruser, changer d'approche et comprendre que ce qui marchait en mars ne fonctionne plus du tout une fois que les beaux jours arrivent. Le cocktail Molotov, le panaché. Puisque la teigne seule devient parfois suspecte aux yeux de nos chers farios, il faut utiliser ce que les vieux briscards appellent le panaché. Imaginez-vous un instant au bord de l'eau. Vous avez peigné un trou magnifique pendant 20 minutes avec votre plus belle larve blanche. Rien à faire, le trou semble désert. C'est le moment de ruser. Vous allez prendre un petit terreau, un ver de terre bien rouge et bien gigotant que vous enfilez sur la hampe de l'hameçon. Et juste à la pointe, vous venez bloquer le tout avec une petite teigne. Pourquoi ça marche à la perfection? Parce que vous créez un contraste visuel énorme entre le rouge sombre du ver et le blanc éclatant de la larve. Mais ce n'est pas tout. Le ver de terre apporte une odeur puissante et des vibrations naturelles dans l'eau grâce à ses contorsions, tandis que la teigne fait office de cible lumineuse, un point de mire pour la truite dans les eaux teintées. Ce combo visuel et olfactif fait très souvent craquer les poissons les plus apathiques, ceux qui auraient laissé passer votre appât simple sans même lever une nageoire. C'est une astuce toute simple, mais d'une efficacité redoutable quand la rivière semble morte. Le problème de la température de l'eau. Pêcher à la teigne sans prendre en compte la température de la rivière, c'est jouer à la roulette russe avec 5 balles dans le barillet. En début de saison, l'eau descend des montagnes. Elle est glaciale, souvent aux alentours de 4 ou 5 degrés. Dans ces conditions, les truites sont engourdies, leur métabolisme est au ralenti et elles ne chassent pas activement. Elles restent collées au fond, le nez derrière un gros caillou pour économiser leur énergie. Or, que se passe-t-il avec une teigne quand on la plonge dans une eau presque gelée? Elle se fige instantanément. Elle devient dure comme du bois et perd absolument toute sa souplesse. Elle n'a plus l'air d'une proie vivante, mais plutôt d'un vieux bout de plastique inerte dérivant misérablement au fond de l'eau. Dans ce cas précis, l'appât naturel perd tous ses avantages. À l'inverse, un ver de terre continuera de diffuser ses effluves et de bouger légèrement, même en eau très froide. Comprendre cela, c'est comprendre pourquoi certains matins d'ouverture sont des fiascos complets avec la larve blanche. Il faut savoir s'adapter à la température, chercher les zones où le soleil réchauffe les radiers l'après-midi, là où la vie reprend doucement ses droits. La mauvaise lecture de la rivière. Le plus gros piège dans lequel tombent les pêcheurs débutants ou têtus, c'est de croire que l'appât va faire venir le poisson de loin. Vous avez beau avoir la plus belle teigne du monde au bout du fil, si vous la jetez là où il n'y a pas de poisson, vous ne prendrez rien. C'est une évidence, mais regardez bien autour de vous au bord de l'eau. Beaucoup de pêcheurs lancent toujours en plein milieu de la rivière, dans le grand courant principal, là où l'eau bouillonne. Mais la truite est un poisson feignant et malin. Elle ne va pas s'épuiser à nager à contre-courant toute la journée. Elle se poste dans ce qu'on appelle les amortis,
derrière une grosse pierre, sous une berge creuse, à la lisière entre le courant fort et le courant lent. L'erreur fatale, c'est de laisser sa ligne passer au mauvais endroit, trop vite et trop loin des postes de repos. Papy prenait du poisson parce qu'il lisait la rivière comme un livre ouvert. Il savait exactement où poser son fil pour que son appât dérive naturellement jusque sous le nez du poisson. Si vous ne faites pas cet effort d'observation, votre teigne ne vous sera d'absolument aucune utilité. Le ferrage et la sensibilité de l'appât. Un autre point crucial où beaucoup se cassent les dents, c'est le moment fatidique du ferrage. La teigne est un appât extrêmement mou. Sa peau est fragile et l'intérieur est liquide. Quand une truite s'en saisit, elle sent très rapidement si quelque chose cloche. Si votre plombée est trop lourde ou si vous gardez votre fil trop tendu, le poisson va sentir la résistance de votre canne. Sa réaction est immédiate. Elle recrache l'appât en une fraction de seconde. Vous sentez un léger toc dans la poignée, vous ferrez et vous ramenez une peau vide. Frustrant, n'est-ce pas? De l'autre côté, si vous rendez la main trop longtemps, la truite va avaler profondément et vous allez abîmer un poisson que vous vouliez peut-être relâcher. Le bon timing s'acquiert avec l'expérience, mais il demande une attention de tous les instants. Il faut accompagner la dérive, garder le fil très légèrement détendu pour que la touche soit détectée sans résistance pour le poisson, et ferrer d'un coup de poignet sec mais mesuré. C'est un balai millimétré. C'est pour cela que dire que la teigne attrape les poissons toute seule est une vaste supercherie. L'entêtement psychologique du pêcheur. Le cerveau du pêcheur est parfois son pire ennemi. Nous avons tous cette fâcheuse tendance à nous accrocher à nos certitudes, surtout quand on est au bord de l'eau. Vous décidez que c'est la journée de la teigne. Vous pêchez 1 heure, rien. 2 heures, toujours rien. Un pêcheur logique changerait de stratégie, essaierait une nymphe, un petit leurre souple ou un ver de terre. Mais non, l'orgueil ou l'habitude prend le dessus. On se dit « ça a marché l'année dernière, ça doit forcément marcher aujourd'hui, c'est juste que les poissons ne mordent pas ». On s'enferme dans une bulle de déni. C'est ça le vrai piège en 2024. Ce n'est pas la teigne le problème, c'est le pêcheur qui refuse de s'adapter aux conditions du jour. Les anciens avaient certes leurs habitudes, mais ils connaissaient leur cours d'eau par cœur et savaient quand il fallait passer au porte-bois ou à la sauterelle. Si vous restez bloqué sur un seul appât toute la journée, alors que les conditions climatiques, la luminosité ou le niveau de l'eau exigent autre chose, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même quand vous rentrez bredouille. Lure artificielle contre appât naturel. La guerre est déclarée. Aujourd'hui, on fait face à une petite révolution dans le monde de la pêche au toc. L'arrivée en force des imitations artificielles, comme les nymphes ou les fameuses teignes en plastique parfumé. Beaucoup de puristes hurlent au scandale. Comment un bout de silicone pourrait-il battre une larve bien vivante? Et pourtant, sur le terrain, les résultats sont bluffants. Pourquoi? Parce que le plastique offre des avantages que la nature ne donne pas toujours. Une larve artificielle fluo ou rose bonbon va provoquer une réaction d'agressivité territoriale chez une truite calée qui n'a pas du tout envie de se nourrir. Là où votre vraie teigne naturelle passe inaperçue dans l'ombre d'une berge, le bout de plastique coloré va irriter le poisson jusqu'à l'attaque. De plus, ces leurres tiennent parfaitement à l'hameçon dans les courants violents et ne se déchirent pas à la première fausse touche. Il faut ravaler sa fierté de puriste de temps en temps. S'obstiner avec du naturel quand les poissons réagissent uniquement aux signaux agressifs des couleurs vives, c'est encore une fois se priver volontairement de belles émotions au bord de l'eau. L'importance de la discrétion et de l'approche. On focalise toujours toute notre attention sur le petit bout de ligne qui trempe dans l'eau. Mais avez-vous pensé à ce qui se passe sur la berge? Imaginez la scène. Vous marchez d'un pas lourd sur les graviers, vous cassez des branches, vous portez une veste rouge vif et vous vous tenez debout en plein soleil juste au bord de la rivière. Vous lancez votre teigne parfaite et c'est le désert absolu. Normal, vous avez envoyé des ondes sismiques dans toute la zone et votre ombre a balayé le fond de la rivière comme un projecteur. La truite a une ligne latérale qui capte la moindre vibration et une vue exceptionnelle vers la surface. Avant même que votre appât ne touche la surface de l'eau,
tous les poissons sur 10 mètres carrés ont fui ou se sont plaqués au fond en état de stress intense. À ce stade, vous pourriez leur jeter le repas le plus appétissant du monde. Ils n'y toucheront pas. La technique de Papy, ce n'était pas seulement mettre une bête sur un hameçon, c'était savoir ramper dans les herbes hautes, se cacher derrière un arbre et faire un lancer sous la canne avec une discrétion de sioux. Sans cette approche furtive, la teigne ne sert strictement à rien. La taille de l'hameçon, le détail qui tue. Encore un détail technique qui ruine des milliers de journées de pêche chaque année. Le choix de l'hameçon. Beaucoup de pêcheurs achètent des pochettes toutes faites, montées avec des hameçons énormes, forts de fer, taillés pour sortir un requin. Quand vous essayez de piquer une teigne délicate sur un hameçon numéro 6 ou 8, vous la déchirez littéralement en deux. Le jus se vide, la larve perd sa forme, et le fer épais de l'hameçon brille de mille feux sous l'eau. À la moindre vue de ce bout de métal scintillant, la truite fait demi-tour. Pour bien présenter cet appât, il faut pêcher petit. Descendre sur des hameçons numéro 12, 14, voire 16, fins de fer, avec des micro-ardillons ou même sans ardillons du tout. Un petit hameçon va se cacher parfaitement dans le corps de la larve, laissant sa présentation totalement naturelle et indétectable pour l'œil perçant de Dame Fario. Et rassurez-vous, un hameçon numéro 14 bien piqué dans la lèvre tient parfaitement une grosse truite de 50 cm si votre frein de moulinet est bien réglé. C'est l'harmonie entre la taille de l'appât et la taille de l'acier qui dicte la réussite. La pêche dans les eaux teintées après la pluie. Le contexte climatique joue un rôle énorme sur l'efficacité de vos choix au bord de l'eau. Prenons un cas très fréquent au printemps. Il a plu toute la nuit, la rivière a pris 50 cm et l'eau a la couleur d'un café au lait bien tassé. Vous arrivez gonflé à bloc avec votre boîte de teigne. Vous enchaînez les dérives le long des bordures inondées. Zéro résultat. C'est d'une logique implacable. Dans une eau boueuse, la visibilité est réduite à quelques centimètres. Une petite teigne blanche qui dérive ne dégage quasiment aucune odeur forte par rapport au limon de la rivière en true, et elle n'émet pas de grosses vibrations. Le poisson ne la voit tout simplement pas. C'est dans ce moment précis qu'il faut ranger la larve au fond du gilet et sortir le gros ver de terreau ou le lombric. Le ver va libérer des acides aminés très puissants dans l'eau trouble et va se contorsionner, émettant des ondes que la ligne latérale de la truite va capter de loin. S'entêter avec la teigne quand l'eau est piquée, c'est comme essayer de lire un livre dans le noir complet. C'est inutile et fatigant. Le contrôle visuel de la dérive. La pêche au toc moderne, ce n'est pas attendre passivement. C'est une traque visuelle et mentale. Quand vous propulsez votre appât dans une veine d'eau, vous devez être capable de visualiser exactement où il se trouve sous la surface, même si vous ne le voyez pas directement. La tension de votre fil, l'angle de votre canne et le placement de vos indicateurs de touche doivent vous donner une image radar du fond de la rivière. Si vous sentez que ça gratte en permanence, vous pêchez trop creux. Si vous ne sentez jamais le fond caresser vos plombs, vous pêchez trop haut. Le problème de beaucoup de pratiquants aujourd'hui, c'est qu'ils regardent le paysage, ils discutent avec le copain sur la berge et ils laissent le fil faire ce qu'il veut. La teigne part dans un contre-courant, s'en mêle dans une branche immergée ou drague misérablement en travers du flux. Vous ne pêchez plus, vous promenez juste un bout de viande dans l'eau. Pour que la technique ancestrale fonctionne encore aujourd'hui, elle exige une concentration de niveau olympique. Chaque passage doit être maîtrisé, guidé, contrôlé du bout des doigts. C'est cet effort mental qui déclenche l'attaque fulgurante que l'on recherche tous. La variation des hauteurs d'évolution. Une erreur trop commune consiste à penser que la truite est toujours collée au fond, le ventre posé sur les graviers. Bien sûr, c'est souvent le cas quand l'eau est glacée ou que le soleil tape fort au zénith. Mais la rivière est un milieu en 3 dimensions et la truite se déplace dans la colonne d'eau selon ses besoins. En fin de journée, quand une petite éclosion d'insectes commence en surface, les farios montent d'un cran. Elles se placent entre 2 eaux pour intercepter les nymphes qui remontent. Si à ce moment précis, vous continuez de pêcher lourdement au ras du fond avec votre teigne,
Vous passez littéralement sous les poissons. Ils voient votre montage passer en dessous d'eux, mais ils ont les yeux braqués vers la surface et ne descendront pas pour aller chercher votre offre. C'est ici que l'intelligence du pêcheur fait la différence. Il faut savoir alléger sa ligne en cours de journée, enlever 1 ou 2 plombs pour faire planer la teigne beaucoup plus haut dans le courant. C'est cette capacité d'adaptation permanente, heure par heure, qui transforme une journée médiocre en une session mémorable. Ne restez pas figé sur vos réglages du matin. L'impact du matériel moderne sur notre perception. On a tendance à l'oublier, mais l'évolution incroyable de notre matériel de pêche a modifié notre façon d'aborder la rivière. Les anciens pêchaient avec du bambou ou de la fibre de verre très lourde. Leurs cannes absorbaient les petites touches et ils ne sentaient que les grosses tirées franches. Aujourd'hui, avec nos fleurets en carbone haut module super légers et ultra résonnants, on ressent absolument tout. Le moindre caillou qui frôle le plomb résonne dans la poignée en liège comme une décharge électrique. Et c'est là que le piège se referme sur nous. Avec toute cette sensibilité nouvelle, le pêcheur moderne a tendance à ferrer au moindre soupçon de contact, souvent beaucoup trop tôt. On arrache la teigne de la bouche du poisson avant même qu'il ne s'en soit saisi correctement. On devient nerveux, hyperactif. La technologie est merveilleuse, mais elle nous a fait perdre ce fameux sang-froid, cette fraction de seconde de temporisation que possédaient les anciens. Il faut réapprendre à faire confiance à son appât, à laisser la canne travailler et à maîtriser ses nerfs quand l'indicateur de touche ralentit subitement sa course. La patience reste la plus grande des vertus. Le verdict final de la méthode de Papy. Alors, au final, faut-il brûler nos boîtes de teigne et renier ce que nos aînés nous ont appris? Bien sûr que non. La teigne reste un mets de choix, riche en protéines, que peu de truites peuvent bouder quand elle est présentée à la perfection. Mais la technique brute de Papy, celle du lancer grossier avec un fil énorme et une plombée approximative, cette méthode-là est bel et bien morte et enterrée en 2024. Elle ne fonctionne plus sur les poissons suréduqués de nos rivières modernes. L'appât naturel demande aujourd'hui une approche chirurgicale, un matériel affûté, des nylons invisibles et surtout un cerveau de pêcheur allumé en permanence. Comprendre les courants, analyser la température, choisir le bon grammage de plomb et se fondre dans le décor. Si vous prenez la peine de moderniser et d'affiner cette technique ancestrale, alors oui, la larve blanche redeviendra une arme fatale redoutable. Le piège qui ne prend plus rien, ce n'est pas la bête accrochée à l'hameçon. Le vrai piège, c'est l'ego du pêcheur qui refuse d'évoluer avec son temps et de remettre en question ses propres certitudes au bord de l'eau. Pour résumer, on a fait le tour d'une grande illusion. On a vu pourquoi le matériel inadapté, l'approche d'éléphant sur la berge et l'entêtement psychologique ruinent vos ouvertures. Le moment le plus crucial de toute cette analyse, la véritable révélation de la journée, c'est de comprendre que le coupable de la bredouille n'est presque jamais dans la petite boîte en plastique. Le piège, c'est l'habitude. C'est de croire qu'on peut pêcher aujourd'hui avec la même insouciance qu'il y a 40 ans. Quand vous intégrez ça, tout votre comportement au bord de l'eau change. Vous devenez plus furtif, vous allégez vos montages, vous analysez l'eau au lieu de la subir. Et c'est exactement là que la magie opère de nouveau et que le sillon se met à trembler. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura ouvert les yeux et donné des pistes concrètes pour vos prochaines sorties. Si ce contenu vous a aidé ou fait réfléchir, n'hésitez pas une seconde. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines astuces et explosez le compteur de pouces bleus pour soutenir mon travail. Ça m'aide énormément. Et pour finir, je vous laisse la parole dans les commentaires. Pour vous, le meilleur appât pour l'ouverture, c'est plutôt vers de terre, teigne ou leurre artificielle. J'ai hâte de lire vos débats et d'y répondre. À très vite au bord de l'eau.